Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et c'est parti pour le journal. Le médiateur du collectif des victimes de la cité Tobago, Mamartar Gueye, soutient que la sommation servie par le gouverneur de Dakar, Mamadou Fall, ne devrait pas avoir lieu. Selon lui, le chef de l'exécutif régional n'était même pas présent à la réunion entre le gouvernement et les victimes. Et au cours de la même rencontre, il n'était pas question du recasement des victimes de Tobago dans la banlieue de Dakar. Mamartar Gueye ici avec notre reporter Aïcha Kamara. À l'occasion de notre troisième réunion à la primature, sous la présidence du directeur de cabinet du Premier ministre, le 13 août dernier, ce mémorandum lui a été remis en main propre. Ce dernier l'a répercuté auprès de son patron, le Premier ministre, lequel l'a remis au chef de l'État. Voilà où nous en étions. Lorsque, à notre grande surprise, nous avons entendu parler d'une sommation venant du gouverneur, demandant aux occupants qui étaient encore en sursis, une demi-douzaine, de sortir de leur maison, lesquelles doivent faire l'objet de démolition. Non, on n'a pas parlé de banlieue, parce que dans le mémorandum, il a été proposé sur le troisième point, à savoir une solution alternative de recasement. Il a été précisé de préférence dans un site contenu dans le périmètre de la région de Dakar. Pour rappel, la dernière sommation servie par le gouverneur de Dakar a pris fin avant-hier à minuit et les occupants des 6 maisons encore debout vivent la hantise de voir des bulldozers débarquer à tous bords pour démolir leurs concessions. Autre information, Aska ou action de solidarité et de soutien à Karim Wade balaie d'un revers de main toute information relayant que le groupe de travail des Nations Unies ne se penchera pas sur le dossier de Karim Wade. Face à la presse hier, Hélène Ndéla Chopin et ses camarades décrit la démarche du régime actuel et affirme que le dossier de Wade fils sera au cœur des débats en Genève. Voilà, donc certainement vous avez suivi l'extrait de Hélène Chopin dans nos éditions précédentes. Autre information, les policiers Tombong Wali et Saliou Ndao, récemment blanchis dans l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, doivent être réintégrés dans la police. C'est du moins l'avis du colonel Alioune Ndiaye, ancien chargé de communication de la police. Selon lui, en plus d'une réintégration, il est même normal qu'on leur verse l'intégralité de leur salaire pendant qu'ils étaient en prison, mais ils doivent aussi être indemnisés. Salif Kebessa. La réintégration dans la police de Tombong Wali et Saliou Ndao, après avoir été blanchis par le juge d'instruction, ne devrait pas poser problème si l'on en croit le colonel Alioune Ndiaye. Selon lui, c'est même une obligation de les réintégrer dans cette police. Leur réintégration est de droit. C'est de droit, c'est obligatoire. Ils sont encore des policiers. Ils ont juste eu des problèmes avec la justice, qui leur a reproché des choses et qui aujourd'hui les a blanchis. Donc ils n'ont rien fait, ils sont encore policiers. Selon l'ancien chargé de communication de la police, au-delà d'une réintégration, ces 2 policiers doivent aussi recevoir l'intégralité de leur salaire. Il y en a qui estiment que dès que vous êtes placé sous mandat de dépôt, vous n'avez plus droit au salaire et que même lorsque vous êtes élargi, vous devez être sanctionné et disciplinairement. Cela est possible, mais cela n'est possible que lorsque, en plus de la situation judiciaire à laquelle vous avez échappé, on peut vous reprocher des fautes disciplinaires. Aussi, ont-ils bien droit à une indemnisation si l'on en croit le colonel Alioune Ndiaye? Si, au bout d'un certain temps, le même État dit qu'ils n'ont rien fait, toujours par la justice, et les libère, je ne vois pas pourquoi on ne les indemniserait pas. Après plusieurs mois passés en prison avant d'être blanchis, Tombong Wali et Saliou Ndao demandent désormais leur réintégration et leur indemnisation par l'État du Sénégal. Salif Kebessa, à présent parlons politique. La présidente du conseil départemental de Bambey a effectué une tournée dans 11 localités de sa circonscription. Elle dit être déçue de la situation dans laquelle se trouve le monde rural. Ainsi, elle estime que le régime actuel peine à régler les difficultés des populations. Et d'Ambo ici avec Abdoulaye Zagne. Le gouvernement croule aujourd'hui sous le poids des promesses. Vous l'avez constaté avec moi, nous avons parcouru l'ensemble du département et le constat est là. Les semences ne sont pas venues à temps, ne sont pas de qualité, sont insuffisantes.
l'agriculture ne peut se développer, ne peut se moderniser sans effectivement la mécanisation des moyens. Il est inconcevable que le Sénégal produit de l'engrais et l'engrais ne vient pas à temps, la quantité fournie n'est pas suffisante. Les cultures n'ont pas évolué parce que la qualité n'a pas été au rendez-vous. Donc là, je pense que ce sont les différentes préoccupations des paysans de Bambey et je suppose que vous avez constaté avec moi les cultures. Jusqu'à présent, les cultures n'ont pas évolué parce que la qualité n'a pas été au rendez-vous. La santé également s'invite dans ce journal avec le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé qui appelle à la patience les médecins à spécialisation. Ces derniers réclamaient leur bourse devant les locaux du ministère Galoba. Donc on précise d'ailleurs que ces bourses ne constituent nullement une obligation mais plutôt un accompagnement à la spécialisation des médecins. Le voici avec Neddy Mendan. D'abord que les bourses ne sont pas obligatoires. Et ensuite, ce sont les médecins qui sont en première année qui demandent le paiement, n'est-ce pas, des allocations de bourse. C'est une tradition qui s'est installée au niveau du ministère de la Santé. Et nous l'avons bien compris ainsi. Ce que je peux dire, c'est que nous les avons reçus, nous leur avons donné la bonne information. Et je pense qu'ils doivent, n'est-ce pas, savoir les regarder et attendre que les fonds soient disponibles pour le vote du budget du ministère de la Santé. Nous avons saisi le ministre des Finances pour demander cette rallonge budgétaire. Nous avons reçu une réponse favorable du ministre des Finances qui nous dit que la rallonge est envisagée dans le cadre de la loi de finances rectificative. Et donc je pense qu'une fois que cette loi de finances rectificative passera, nous serons en mesure de pouvoir octroyer les bourses dans les domaines prioritaires du ministère de la Santé. Dermatose, diarrhée et paludisme sont les maladies dites hivernales. Cependant, la lutte contre ces pathologies est communautaire et multisectorielle et pour une bonne prévention, des mesures d'hygiène s'imposent pour éviter la multiplication des moustiques en cette période. Achening, reportage. En cette période hivernale, certaines maladies font leur apparition. Elles sont appelées maladies hivernales. Nous pouvons citer le paludisme. Voilà, parce que vous savez, comme vous le savez, c'est en ces moments-là qu'il y a une multiplication des moustiques. Donc, il y a aussi les maladies diarrhéiques. Il y a aussi les dermatoses, généralement, qui surviennent donc, chez les enfants. Les abcès, etc. Des maladies dont la lutte est antivectorielle et communautaire. Tout ce qui consiste la destruction des gîtes qui peuvent abriter les moustiques ou bien les larves de moustiques. Il ne s'agit pas simplement du ministère de la Santé, mais il y a tous les autres ministères qui doivent s'impliquer. Des mesures d'hygiène s'imposent. Couvrir les aliments, par exemple. Donc éviter de laisser stagner les eaux. En détruisant tout ce qui est pot, tout ce qui est ustensile usagé qui peut abriter le développement des moustiques. Et il faut couvrir les poubelles pour éviter la multiplication des moustiques. Il faut aussi que les familles adoptent les 3T. Au-delà des mesures d'hygiène, d'autres comportements s'imposent. Dormir sous une moustiquaire imprégnée toute l'année. Merci à Diarato Achaning. À présent, parlons sport. Le Sénégal va jouer les demi-finales de l'afro-basket masculin. Les Lions de la Balle Orange ont dominé hier l'Algérie sur le score de 75-58. Une victoire logique pour le Sénégal qui a imposé son jeu durant toute la rencontre et en demi-finale. Les garçons de Chersar vont croiser l'Algérie qui a donc battu le Gabon sur le score de 88-64 et l'Angola a aussi obtenu sa qualification après sa victoire sur l'Égypte 83-63 et le dernier ticket se joue entre la Tunisie, pays organisateur, et le Mali. Contrairement au football, les Sénégalais ne sont pas trop scotchés à l'afro-basket et si certains évoquent le manque de temps, d'autres en revanche sont collés à la compétition par pur patriotisme. Aïcha Kabara donc s'est rendu à l'embarcadère de Dakar. Reportage. Difficile à croire, mais ces dames ignorent cette discipline. Encore moins l'afro-basket qui se dispute actuellement en Tunisie, contrairement à cette autre dame. Mais malheureusement, ces activités ne lui permettent pas de suivre les matchs.
Dommage, je ne peux suivre les matchs vu mon emploi du temps trop chargé. Mais j'adore le basketball et je prie qu'on aille jusqu'en finale parce que voyez-vous, le football, ça ne marche pas bien. À quelques mètres de là, cet homme palabre suit cette compétition de près. Je suis l'afro-basket puisque le Sénégal y participe. C'est la raison principale. Mais quand même, avant, je suivais le basket. Je n'ai raté aucun match. Je préfère le football. Mais je suis obligé de suivre le basket à cause de l'équipe nationale. Et là, le Sénégal joue bien. On prie pour la victoire finale. Il n'est pas le seul apparemment. Là, franchement, on est très content car les joueurs se donnent à fond. Ce sont des guerriers, surtout Gorgui Sidien. Comme pour dire à défaut du football, ces Sénégalais se sont intéressés au basketball car ces lions à ce niveau de la compétition ont fini par leur redonner espoir. Aïcha Camara, le Sénégal est aussi engagé au 11e Jeux africains de Brazzaville. La compétition démarre début septembre en RDC et notre pays mobilise 282 athlètes pour 19 disciplines. Hier, lors d'une rencontre avec la presse, le ministre des Sports et les responsables de haute compétition ont fait le point sur la préparation. L'État donc a mobilisé près de 600 millions pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions de performance. Fatima Silla. Le comité olympique et le ministère des Sports ont fait les derniers réglages pour les Jeux de Brazzaville prévus du 4 au 19 septembre. Toutes les dispositions ont été prises pour mettre les athlètes dans des conditions de performance, selon le président du comité olympique. Nous avons pris toutes les dispositions en termes d'expérience, en termes de retour d'informations que nous attendons des fédérations, je crois qui nous ont permis de pouvoir savoir que, écoute, si nous faisons ça, normalement, au niveau de la délégation, nous ne rencontrerons aucun problème. Des motivations financières ont été prises en compte. Pour la participation, chaque athlète touchera 300 000 francs CFA. Les dirigeants veulent relever le défi de la participation et de l'organisation. Quand on va représenter son pays, on va pour prendre la meilleure des places possibles. Ils ont aussi revenu sur le choix des athlètes pour espérer de hisser haut les couleurs nationales. Nous avons travaillé avec le CONOS sur le choix des disciplines, sur les 19 disciplines, sur le choix des athlètes qui doivent composer ces disciplines-là, sur le choix des techniciens, sur le choix des administrateurs devant les encadrer. Répartis en 13 délégations, 187 athlètes, 40 techniciens, 4 arbitres et des officiels, la délégation sénégalaise va prendre part à la 50e édition des Jeux africains prévus au Congo. L'actualité internationale en bref, pour terminer, au moins 30 migrants sont morts hier et des dizaines d'autres sont portés disparus au large de la Libye après le naufrage de leur embarcation qui transportait environ 200 personnes, a indiqué un responsable des gardes-côtes libyens. Les personnes qui ont donc été secourues et celles dont les corps ont été repêchés viennent toutes de pays africains, affirme-t-il. Toujours sur l'international, des affrontements entre une bande armée de Daolo, des violeurs donc de Zébu et des militaires ont fait 23 morts près d'Ankazoabou dans le sud-ouest de Madagascar, a annoncé jeudi l'état-major de l'armée malgache. Nous avons donc un bilan de 8 militaires tués et 12 blessés qui sont tous déjà hors de danger, a indiqué le général de brigade Théophile Rakatoni Rina, directeur des opérations et des renseignements de l'état-major général de l'armée malgache. Après donc au comptage 15 Daolos morts ont été recensés, a-t-il précisé. Les affrontements entre les Daolos et les soldats ont lieu hier donc au matin vers 6h GMT. Après donc c'est dans le sud-ouest de Madagascar. Voilà donc mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Merci également à vous tous d'avoir suivi. L'info continue sur la SEM-TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara. On vous retrouve ce matin pour la revue des titres à Wolof et 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym pour vous donner quelques mouvements. Info Matin revient à lundi, Inch'Allah, à 6h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon matin à tous et bonne journée. Au revoir.